Bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors, cette semaine, on va parler pas mal de politique américaine. Évidemment, il se passe bien des affaires au Québec. On va en jaser aussi, là, mais disons que du côté des États-Unis, depuis la dernière visite de notre ami Michel Labrec, qui d'ailleurs est en studio avec nous. Bonjour, Michel. Jacques. T'as-tu pris le métro pour venir sur la Rive-Sud à matin? Non, pas encore, même s'il est rétabli. Ben oui. J'avais juste un peu peur de marcher. Je ne connais pas l'état des services de voirie chez vous à Longueuil. C'est mieux qu'à Montréal. Glisser sur les trottoirs, ça peut faire mal. C'est mieux que... Ah, Jean-Yves fait signe que non. Bon, vous le voyez pas, Donc, là, Jean-Yves. j'ai pris une communauto. Ah non? OK. J'ai pris une communauto, un service auquel j'ai recours, parce que moi, j'ai plus de voiture. Ni moi, ni ma conjointe. Depuis 3 ans, on est sans voiture et on survit très, très bien. Mais t'habites à Montréal. À Montréal, Ben bien oui. sûr. Ben oui. Et voilà, Communauto, c'est super Communauto. Surtout qu'ils ont acheté plus de modèles finalement, parce qu'avec la pandémie, il y avait des pénuries de voitures. Mais là, ça marche super bien. Ah, tout à fait. Normalement aussi, Bixi beaucoup. Moi, j'ai mon propre vélo, mais Bixi, je l'utilise quand même. Mais je n'aurais pas utilisé hier. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de gens hier qui devaient l'utiliser parce que le transport public ne fonctionnait pas. On va parler avec Michel Labrec dans la deuxième partie de l'émission sur la politique américaine. Et je reçois aussi Hélène Rive. Bonjour. Bonjour. C'est pas une première, là, c'est une 2-3e, je pense. Peut-être une 3e. Peut-être une 3e, franchement, les tourneaux. Et on va faire le point sur Contrecœur, n'est-ce pas, et ce projet de développement, d'expansion du port de Montréal. On va en parler tout de suite après mon éditorial. Ça a bougé pas mal le 26 octobre. Il y a eu une manifestation. Là, la direction du port de Montréal se fait entendre dans bien des médias. Alors, je trouvais que vous donner la réplique aujourd'hui, c'était pas une mauvaise idée. Bien, c'est une très bonne idée et je vous en remercie. Alors, on va tout de suite, après la première pause, jaser avec Hélène de cet enjeu. Moi, je vais effectivement revenir. Michel l'a dit, il y avait encore grève dans le transport en commun hier. Et, aux surprises, hier soir, on apprend que le syndicat des employés d'entretien lève sa grève, adopte la trêve. Et je pense que ce matin, tout le monde a fait un soupir de soulagement, n'est-ce pas? Ça a commencé chez nous par mes propres enfants, dont un qui va au cégep, puis l'autre qui travaille. Et je me suis fait poser la question par des journalistes depuis quelques temps. Vous, M. Les Tourneaux, là, vous êtes un syndicaliste, là, puis vous devez défendre les travailleurs, mais vous n'avez pas l'impression que vous devriez aussi défendre le petit monde, puis les gens qui sont pris pour aller travailler au salaire minimum, puis les gens qui sont dépendants des banques alimentaires? Et peut-être à la surprise générale, j'ai dit aux gens, moi, je les comprends tout à fait, ces groupes-là, effectivement, de déplorer qu'il y a un conflit de travail, pas parler de grève, de conflit de travail entre la société de transport et ses employés avec les conséquences que ça peut avoir, mais en même temps, dans notre société, on n'est jamais dans des rapports binaires. Hein? Vous êtes pour, vous êtes contre. Alors, évidemment, quand on est un représentant syndical, ben, on défend les travailleurs et les travailleuses qui sont membres de votre syndicat et qui, démocratiquement, décident de mettre de la pression sur l'employeur pour faire avancer la négociation. Et c'est exactement ce qui s'est produit hier, c'est-à-dire qu'à l'imminence de la potence et de la loi spéciale de Jean Boulet, le syndicat a évalué qu'il était préférable de poursuivre la négociation parce que ce que l'on me dit, c'est que même s'il n'y a pas d'entente pour les gens d'entretien, ça avance. Ça veut dire que la grève fonctionne, il y a une pression sur l'employeur. Là, évidemment, le patron s'assoyait un peu sur cette idée-là que Boulet pouvait adopter une loi spéciale. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus loin. Là, M. Boulet continue à dire qu'il veut adopter cette loi cet après-midi, mais toujours est-il que le syndicat a fait l'évaluation que c'était préférable de négocier à convention plutôt que de se retrouver en arbitrage parce que c'est sûr que ça a l'air des fois bien technique, là, mais des relations de travail arbitrées, là, imposées, souvent, ça se fait pas nécessairement dans le sens de la volonté du patron et des travailleuses, des travailleurs. T'es bien mieux d'avoir un deal entre patron et syndicat et de faire toi-même les compromis comme syndicat puis comme patron en disant « on a un deal, voici, c'est le résultat de notre négociation », plutôt que d'avoir un arbitre qui, dans 6 mois, 1 an, t'impose une convention collective. Ça a l'air anodin, là, mais quand on voit comment ça s'est terminé dans le port de Montréal, dans le ferroviaire au niveau fédéral,
la catastrophe de Post Canada, là, qui va nulle part, Air Canada, le gouvernement fédéral qui s'est mis le nez là-dedans, qui a imposé un arbitrage. Le résultat, c'est que tout le monde dit que, en général, on est insatisfait et on n'a pas réglé les problèmes de relations de travail. Attendez-vous à ce que le port de Montréal, ça recommence, que le ferroviaire, ça recommence. Donc, il y a quelque chose là, au-delà de la négociation, qui fait en sorte que, et moi, je l'ai encore mentionné ce matin, la Société de transport de Montréal, pas un, pas deux, mais 3 syndicats avec des mandats de grève, je ferai un petit peu d'introspection. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Il y a l'enjeu du financement, bien sûr. Il y a l'enjeu des déficits. Il y a le fait que le gouvernement du Québec ne met pas assez d'argent dans le développement du transport collectif. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas à l'interne dans les relations avec les syndicats. Et je ferai un petit peu d'introspection pour voir au niveau des stratégies de communication aux ressources humaines. Parce que là, honnêtement, la Société de transport l'a pas. Et il faut quand même reconnaître que la nouvelle mairesse de Montréal a mis son pied à terre en convoquant les partis puis en disant « négocier ». Négocier, et c'est ce qui se produit depuis quelques jours. Donc, on va souhaiter que la négociation donne des résultats et on souhaiterait que le ministre Boulet n'aille pas de l'avant avec son projet de loi parce que à l'origine de ce conflit, c'est cette idée-là que le gouvernement du Québec veut se donner les mêmes moyens que le gouvernement fédéral d'intervenir dans des conflits de travail, alors qu'on voit que le résultat n'est pas probant du côté du fédéral. M. Boulet met de la pression. Là, j'ai hâte de voir cet après-midi à Québec solidaire qui dit qu'il ne votera pas pour ça. Il y a le Parti québécois qui tergiverse, qui dit pas en accord avec la loi, mais va peut-être voter pour. Mais moi, je pense que si j'étais vraiment préoccupé par l'état des relations de travail à la Société de transport, puis M. Boulet le disait tantôt à TV, là, il faut laisser les partis négocier, bien, mêle-toi de tes affaires. Puis laisse le syndicat puis l'employeur régler. Et s'il y a grève en fin de semaine chez les chauffeurs, ça va être la première grève en 30 ans chez les chauffeurs d'autobus à Montréal puis du métro. Et ça va se faire nécessairement avec des services essentiels parce que le tribunal administratif va probablement trancher. La dernière fois, il n'y a pas eu de service essentiel, on va se le dire. Ça n'avait pas bien d'allure un samedi. Mais là, probablement, sûrement que le tribunal va statuer qu'on a besoin de services essentiels la fin de semaine. Donc, à suivre. Mais disons que ça soulève quand même les passions, n'est-ce pas? Hein? Tout le monde dans les familles en discute. Et la vôtre, mon cher Jean. Ah, ben oui, mais ça, que voulez-vous? On peut pas sortir le syndicat du gars, même si le gars est sorti du syndicat. Non, mais je fais l'effort quand même de poser un regard assez objectif sur une situation comme celle-là. Les syndicats sont pas parfaits, c'est vrai. Il peut y avoir des mauvaises stratégies syndicales. On peut se questionner parfois, surtout quand les gens ont des bonnes conditions salariales et de travail, puis il y en a d'autres qui en ont des moins bonnes. Mais il faut peut-être rappeler que si ces conditions de travail-là existent, c'est parce qu'il y a eu des luttes syndicales dans le passé, là. Et on a un premier ministre qui arrête pas de dire « Moi, je veux créer des jobs à 35, puis à 40, puis à 50 pièces de l'heure. » Ben voilà. Quand il y a des gens qui ont des bonnes conditions salariales, assurons-nous qu'on les préserve. Après la pause, Hélène Rive et on parle du port de Contrecœur. On est de retour à Franchement-les-Tourneaux et comme je l'ai mentionné en introduction, Michel Labrec est toujours avec nous en studio car il nous parlera des États-Unis dans la deuxième partie de l'émission. Et comme je l'ai aussi mentionné, Hélène Rive qui est notre invitée, vigie citoyen Port de Contrecœur, pas Port de Montréal, là. Port de Contrecœur. C'est Vigie citoyenne Port de Contrecœur. Hélène, bonjour. Bonjour. Il y a eu un grand rassemblement le 26 octobre. Ça a-tu bien fonctionné? Très bien fonctionné, oui. On a eu une centaine de personnes, quand même, un dimanche à Contrecœur. Avez-vous bloqué la route, là? Ou... En fait, on s'est rassemblés dans un parc qui est à côté de la mairie de Contrecœur. OK. Donc, on a fait ça. Disons que la police n'était pas chaude à l'idée qu'on bloque une route. Oui, c'est vrai. C'est quoi? C'est la 132. C'est la 132 dans ce coin-là. Donc, c'était peut-être pour la sécurité une bonne idée aussi de faire ça dans un parc adjacent. Mais l'essentiel du message, du rassemblement, puis après ça, on regardera un peu le dossier là, du développement de l'expansion du port de Montréal, mais l'essentiel du message dans ce manif-là. L'essentiel du message, c'est qu'il y a énormément d'impact sur les citoyens, sur la santé des citoyens, qui ne sont pas évalués dans ce projet-là. Donc, par exemple, on coupe 13 000 arbres matures dans une forêt qui est située dans
la zone industrielle lourde de Contrecœur. Donc, ce poumon naturel dans la zone industrielle lourde, très lourde, là, avec des gens comme ArcelorMittal, Air Liquide, Arsco, etc., on coupe ça et... on n'a pas évalué qu'est-ce que ça ferait là, de couper cette forêt-là. Il n'y a pas eu d'études environnementales, c'est ce que je comprends, où on contourne les... En fait, on fait des mathématiques un peu simplistes, là, dans le sens où on coupe 13 000 arbres matures, puis le port se vante de remplacer ça par 40 000 végétations. Mais c'est quoi de la végétation? Je veux dire, quand on voit les photos sur le site du Port de Montréal de ce qu'ils plantent, ce sont des petits arbres de 6 pouces. Alors, ça va prendre quelques années, oui. Bien, c'est qu'au niveau de la capture du carbone, c'est pas du tout la même chose. OK. Mais bon, il y a toutes les préoccupations, évidemment, des citoyennes, des citoyens par rapport à l'impact environnemental. Mais juste rappeler pour le public, là, la mobilisation se fait sur cette idée-là de prolonger le port de Montréal de ce côté-ci, à Contrecœur, parce qu'on aurait atteint les limites de capacité dans le port de Montréal, puis que dans la perspective d'un développement économique futur, on a besoin davantage d'espace. C'est ça la prétention du port de Montréal. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ce qu'on répond, c'est que si on regarde les propres statistiques du port de Montréal, c'est stable, le volume de conteneurs qui est manipulé entre 2014 et 2024. En 2024, on a exactement le même volume de conteneurs qu'en 2014. Il y a eu une croissance assez modérée quand même, jusqu'en 2020. Puis ensuite, à partir de 2020, ça descend. Le volume de conteneurs, il descend au port de Montréal. À cela, Mme Gascon, la PDG du port, attribue cette baisse aux grèves qui ont eu lieu au port de Montréal. Encore les grèves? Bien, en fait, c'est un peu... c'est détourné la cause réelle de ça. La cause réelle de ça, c'est que le marché du porte-conteneurs, il va de plus en plus vers des très, très gros bateaux, des très, très gros porte-conteneurs qui, eux, peuvent pas rentrer à Montréal parce que le tirant d'eau à Montréal puis à Contrecœur, c'est le même, c'est 13 mètres. Puis du post-Panamax, ça demande du 16 mètres, du 20 mètres. OK, mais avec le prolongement à Contrecœur, ça veut donc dire que on va-tu draguer le fleuve davantage pour permettre à ces gros bateaux-là de venir ou on va continuer encore avec des bateaux plus modestes de desservir? On peut pas vraiment draguer le fleuve. Tu sais, on pourrait draguer un peu plus profondément à Contrecœur même, mais tu as tout le chemin à faire dans le chenal maritime, dans la voie maritime, jusqu'à Contrecœur. Donc, non, tu peux pas rentrer. Là-dessus, le VP du port de Contrecœur, M. Bird, lui, ce qu'il dit, c'est « on fait des tests pour rentrer du 6500 EVP, puis même peut-être du 8500. » Des plus gros, là, bateaux. Des plus gros. Mais ça ne se peut pas physiquement. Ça se peut de moins en moins d'ailleurs, parce que le volume d'eau, tu sais, cet été, là, on a vu qu'il était très, très bas. C'était la sécheresse, hein? Oui, bien, les crises climatiques, là, c'est pas fini. C'est le début des crises climatiques. Quand on entend, mettons, M. Carney, quand on entend M. Legault avec sa nouvelle vision économique, là, je ne sais pas si c'est si nouvelle, là, mais en tout cas, on a entendu le premier ministre du Québec nous parler de ça cette semaine. Puis, dans la dynamique, évidemment, avec les États-Unis, la concurrence, les tarifs douaniers, cette idée de diversifier nos marchés, d'avoir une économie réelle canadienne avec d'autres partenaires, tu trouves pas quand même que cette idée-là d'être mieux équipé en termes de port, ça positionne mieux le Canada? Non, parce que on ne peut plus faire une économie en temps de crise climatique qui est basée juste sur un accroissement du volume, c'est-à-dire en faire plus sur le volume. Ça n'est plus possible. Le fleuve Saint-Laurent, il y a une capacité limite de trafic maritime qui peut accueillir sans mourir. À un moment donné, c'est notre source d'eau potable. Il faudrait qu'on y fasse attention. Parce qu'à un moment donné, si on tue tout ce qu'il y a dans le fleuve Saint-Laurent parce qu'on n'en prend pas soin, bien, ça n'a pas de bon sens. Le fleuve Saint-Laurent, c'est pas une autoroute pas assez exploitée, là, comme dit M. Legault. On peut plus faire ça. C'est pas possible. Puis l'autre chose, c'est que
La loi C5, elle est faite pour accroître le commerce entre les provinces, pour qu'on soit moins dépendant à d'autres pays étrangers. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On avait une dépendance extrême avec les États-Unis. Là, on va en développer une avec la Chine, avec l'Asie, avec l'Inde. Bien, c'est pas plus intelligent, là. Je veux dire, c'est pas aidant, là. OK. Mais je comprends quand même que dans le message, au-delà des préoccupations des citoyennes, des citoyens par rapport à l'impact sur votre milieu, tu sais, parce que des fois, les gens peuvent écouter puis ils disent « Ah, c'est du pas dans ma cour parce que c'est chez nous, mais si c'est ailleurs, je continue à consommer parce que souvent, il faut qu'on gère nos propres, n'est-ce pas, contradictions, là, 4 télécouleurs, puis bon, j'en passe, 6 téléphones par maison, puis mais il faut que ça vienne de quelque part, ça, tu sais, il faut qu'il y ait du commerce autour d'eux. Je comprends qu'il y a aussi quand même, de votre côté, une vision qui jure un peu avec le type de modèle de développement qui est certainement pas durable. Même s'ils prétendent, j'entendais la porte-parole du Port de Montréal dire « On s'occupe des poissons, on s'occupe des arbres, on s'occupe de la faune, on va tout faire ça, puis ça ne changera rien à l'habitat. » Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ben non, on n'est pas d'accord parce que pour le chevalier cuivré, on fait des mesures de compensation, mais que le port ne valide pas avec les scientifiques qui sont vraiment les experts. Alors, ça sert à rien de dépenser beaucoup d'argent si on fait des mesures de compensation qui tiennent pas debout. Là, on est rendu à faire des mesures de compensation à l'île aux Bœufs, qui est à Verchères, juste à côté du port. Mais là, on est obligé de mettre un mur d'enrochement, un mur brise-lames pour protéger l'habitat qu'on met là, en espérant que le poisson va y aller. Mais Snap Québec dit, qui est l'expert du chevalier cuivré, dit ça ne fonctionnera pas parce que le poisson, il n'y a pas des clignotants dans le fleuve qui disent que c'est par là qu'il faut qu'il aille. Ça, c'est certain. C'est quoi, Hélène, les prochaines étapes? Parce que là, il y a eu le rassemblement du 26 octobre, mais là, j'imagine que vous souhaitez que ça s'élargisse, qu'on entende davantage votre point de vue parce que le Port de Montréal met beaucoup d'efforts dans les lignes de communication. Ils sont un peu partout. Tout ça, c'est quoi les prochaines étapes? Bien, il y a beaucoup de choses qu'on demande. Entre autres, là, ce qui est grave, c'est que le Port de Montréal a commencé des travaux préparatoires sans aucun permis municipal. Oh! Donc, pas de permis de construction, pas de permis d'abattage des arbres et pas de permis sur... il devrait y avoir une décontamination parce qu'il y a des terrains qui sont identifiés dans les règlements de la ville comme étant contaminés. Donc ça, on fait tout ça sans même... Puis la ville, a dit-tu quelque chose? Bien, la ville, moi, je suis allée le 1er octobre demander ce que la ville ferait. La mairesse, Maud Dallaire, m'a répondu « On peut rien faire parce qu'ils sont trop riches, c'est Goliath. Ça fait qu'on va négocier avec eux une entente à huis clos. » Non, mais attends un peu, là. Si tu veux faire des changements sur ton terrain à contre-cœur, là, il faut que tu t'ailles à la ville chercher un permis pour faire ces changements-là? Je pense que oui. Si tu le fais pas, tu vas avoir une amende, là. Tu vas te faire chicaner, là. Tu changes une porte chez vous à Longueuil, là. Hey, celle-là, j'en reviens pas. Fait que la réponse, c'est de dire qu'ils sont trop gros. Fait qu'on peut pas se battre contre eux. Oui, c'est exactement ça. Mais ce qui est grave, c'est que si tu négocies une entente à huis clos, là, le citoyen a plus accès aux permis qui ont été demandés, a plus accès à aucun document. Quand on a des règlements puis qu'on demande aux gens d'observer des règlements, c'est public, c'est transparent. Là, il n'y a plus aucune transparence. Ça se fait à huis clos. Okay. Pour moi, c'est pas acceptable. Donc, la ville a abdiqué. Alors, de votre côté, on continue comment? On fait quoi à partir de ce moment-là? Bien là, on a eu un appui important hier de la part de la CSN. Je connais pas. Je sais pas de moi, non. Hein? Alors, la CSN nous a appuyés et en fait, ils nous ont appuyés à l'Assemblée générale du Conseil central de la Montérégie. Ils appuient nos actions. Donc, nous, on se joint à eux pour le 29 novembre. Il y a une marche, faire front pour plusieurs enjeux. Nous, ça va être faire front pour la planète. Et il y aura un contingent de vigie citoyenne Port de Contrecoeur qui va marcher. Et on invite tout le monde à se joindre à nous. Merci, Hélène Rive. Merci. On va te réinviter pour faire le point. Après la pause, Michel Labrec et on parle de politique américaine. On est de retour à Franchement les Tourneaux. Alors, comme je l'ai mentionné en introduction, notre ami Michel Labrec est avec nous pour nous parler de politique américaine. Puis Hélène Rive, qui semble rester avec nous.
Ah, ben oui, t'as beau, c'est sûr. Ça t'intéresse? oui. Ça t'intéresse, la politique américaine, hein? On vient de parler d'économie, diversifier marché, de libre-échange, tout ça. Michel, tu nous parles de quoi cette semaine? Puis on a du temps, en plus. On a du temps. Il y a tellement de choses à dire. C'est-à-dire que le feuilleton, d'abord Donald Trump, mais le feuilleton politique américaine en général, ça change tellement vite qu'on ne sait plus par quel bout prendre ça. Exact. Ce matin, par exemple, nouvelle révélation, il y a des courriels qui ont trait à Jeffrey Epstein, le méchant violeur. Que Donald connaît à peine. Oui, mais là c'est ça. Là, le Parti démocrate a réussi à publier un certain nombre de courriels qui montrent que Jeffrey Epstein et Donald Trump communiquaient. OK. Et que Donald Trump était très au courant, enfin, mettons du conditionnel, je suis un journaliste, aurait été très au courant des activités sexuelles illicites avec des mineurs de son ami Jeffrey Epstein. Ça, c'est une chose. Ça survient au moment où hier, on a appris que finalement, la fermeture du gouvernement, après plus de 2 mois, prenait fin. Prenait fin, pourquoi? Parce que 8 sénateurs démocrates ont décidé de devenir dissidents de la position officielle du Parti démocrate, qui était « laissons le gouvernement fermé tant que le Parti républicain et l'administration Trump ne changent pas d'avis sur les fonds gouvernementaux qui aidaient à avoir des régimes de santé pas trop chers. » Comment s'est expliqué ça, ce virement-là, là, des sénateurs démocrates? Ben, eux, ils ont déduit... D'abord, il y en a plusieurs de ces 8-là qui ne se représentent pas. Donc, ils sentent peut-être un peu moins la vindicte. Mais je pense qu'ils ont quelque part un argument, c'est-à-dire qu'ils ont compris à un moment donné que les républicains n'allaient jamais flancher là-dessus. Il y a même des gens qui disent que Chuck Schumer, le leader de la minorité démocrate, manœuvrait avec eux par en dessous. Mais ça, c'est des on dit que. Mais ils ont des... En fait, ils ont selon eux, ça fonctionnerait pas. Les républicains n'allaient jamais lâcher le morceau et à un moment donné, là, c'est qu'on punit quand même beaucoup de gens. Là, il y avait des aéroports qui étaient paralysés. Des centaines de milliers de personnes. Alors là, ils ont décidé de faire le deal qui fait en sorte que, bon, les gens... D'abord, Trump avait licencié des fonctionnaires. Ils vont tous être réembauchés. Oui. Ils vont tous être payés pour la durée, les presque 2 mois ou plus que 2 mois de l'arrêt du gouvernement. Et voilà. Mais donc, ça montre aussi... qu'il n'y a pas toujours entente sur les démocrates. Mais ça survient, Jacques, une semaine après. C'est pour ça que c'est un feuilleton sans fin. Que, quand même, il y a eu des élections. Absolument. Bon, pas partout, mais dans 3 ou 4 États importantes. Et où les démocrates ont remporté des victoires vraiment hors du commun. Notamment... à New York? Oui, bon, c'est ça. Je savais que tu voulais me parler de New York. Parlons-en de Zoran. Zoran. Oui, tu m'en parles du maire de New York. Mais je veux pas qu'on parle que de lui. Non, on a du temps. Mais voilà, donc Zoran Mandani, on le sait, musulman, social-démocrate, je ne dirais pas socialiste ici, parce que c'est les Américains qui utilisent ce terme, c'est un social-démocrate. La gauche du Parti démocrate. Qui veut s'inspirer du Québec pour les CPE, les garderies, qui veut la gratuité dans les transports publics, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, une certaine partie des gens, le gel des loyers. Bon, c'est un agenda très, très, très ambitieux. Mandani est très charismatique et il a allumé beaucoup les jeunes. Et voilà, ça, c'est le côté rafraîchissant du personnage. Il faut dire que c'est le fils de 2 grands intellectuels, une cinéaste qui s'appelle Mira Nair, qui a fait un magnifique film qui s'appelle Salam Bombay, dont je me souviens encore. Bien sûr. Et son père est professeur d'économie, je pense, politique à l'Université de Columbia. Mais bon, c'est intéressant. Zoran Mandani, il a beaucoup de boulot sur la planche. Il va être diabolisé par toute l'armée des trolls républicains de Donald Trump. Et des fois, les démocrates l'appuient sur le bout des lèvres. C'est pas si clair que ça. Oui, puis démonisé aussi ailleurs. Là, j'ai vu en France, même ici, il y a des gens qui disent que c'est un méchant marxiste. Son défi, je pense, ça va être de s'allier des démocrates modérés pour poursuivre son agenda. Même Mario Cuomo, qui l'a battu, qui est un ancien gouverneur démocrate,
Bon, il a gentiment souhaité un bon retour dans la vie privée. Moi, si j'avais été lui, j'aurais gardé des portes ouvertes. Bon, chacun ses mœurs. Mais moi, je veux parler surtout de la victoire de Abigail Spencer et Mickey Sherrill au New Jersey. Parce que ce sont deux femmes démocrates. New Jersey et Virginie. Virginie, oui. Oui, j'ai dit quoi, moi? Tu as dit New Jersey. OK, New Jersey. Bon, ça fait New Jersey. Alors, en Virginie, au New en Jersey, Virginie, donc, deux femmes démocrates. La Virginie était occupée par quel mauvais jeu de mots, mais en fait, elle était dirigée par un gouverneur républicain, que cette femme modérée, ex-travailleuse de la CIA. Ah bon? Ça, je ne savais pas ça. Oui. Deviennent... Et moi, j'ai écouté les discours de ces deux femmes-là, qui sont certes modérés, mais c'est clair qu'il y a une différence entre un discours républicain et un discours démocrate. Tu sais, quand on utilise des expressions comme « common good », le bien commun, ça, c'est des mots inconnus chez les républicains. Ben, surtout avec Trump, là. Non, mais avant aussi. Les républicains, c'est le moins de gouvernement possible, chacun pour soi. J'ai couvert des conventions républicaines il y a quelques années. C'est très clair quand on écoute ces gens-là. En tout cas, bref, c'est intéressant. Est-ce qu'ils vont pouvoir capitaliser là-dessus? En fait, moi, ce que je veux faire voir ici, c'est le point commun quand même entre certaines revendications de Mamdani à New York et de ces deux femmes-là. C'est-à-dire le problème du coût de la vie, la difficulté des gens à arriver, le besoin souvent d'avoir 2 emplois plutôt qu'un pour joindre les deux bouts, l'inflation que les tarifs de Donald Trump n'ont réglé en rien. Et ça, c'est vraiment, je pense, et je pense que c'est là-dessus que les démocrates, qui soient plus à gauche ou un peu plus modérés, devraient bâtir pour la prochaine fois. Mais ça va pas très bien dans le Parti démocrate. Là. Je comprends qu'il y a quand même des tensions importantes. Il y a beaucoup de tensions, mais en même temps... Puis il y a le gars de la Californie aussi. Ben voilà, c'est là-dessus. Merci de m'amener là, Jacques. Gavin Newsom. Bon, lui aussi a tenu un référendum, by the way, le mardi soir dernier. Ça, on y reviendra dans le deuxième bloc. C'est la fameuse obsession du gerrymandering des républicains qui forcent les démocrates à faire la même chose. Explique-nous en 2 secondes, là, c'est quoi ça, le gerrymandering? Je peux-tu te l'expliquer dans le prochain bloc? Ah, bien sûr. Parce que Gavin Newsom, c'est un Californien, beau bonhomme, ex-maire. Moi, je l'avais rencontré la première fois en 2004. Okay. C'était le maire de San Francisco. OK. Puis il parlait déjà de changement climatique, de comment faire de la géothermie avec les eaux du Pacifique. Il y avait un programme ambitieux. Maintenant, c'est le gouverneur de Californie. Alors, évidemment, on peut se dire... le problème avec un gouverneur de la Californie, c'est que tous les électeurs du sud des États-Unis ou des États républicains ne veulent rien savoir d'un Californien. C'est son défi. Mais en même temps, il trouve une façon de répliquer à Trump, un peu dans son style, mais sans aller aussi bas. Et par exemple, il était à la COP, la conférence sur le climat à Belém, au Brésil. Il est allé. Les États-Unis, le gouvernement américain n'est pas là. C'est fou quand même, à la conférence sur le changement climatique. M. Guilbeault est là. Oui. C'est pas Guilbeault maintenant, le ministre de l'Environnement. Non, t'as raison. En fait, c'est Guilbeault qui accompagne D'Abruzzi pour c'est lui sûr que un Stephen peu Guilbeault. montrer comment ça passe. Merci pour votre Comment ça point. se passe. Mais alors, lui, il est allé répliquer que, voilà, les changements climatiques, c'est important, qu'il faut le faire et tout ça. Mais il y a Gavin Newsom, mais il y a beaucoup de démocrates que je trouve intéressants, moi, et dont on va entendre parler, j'imagine, dans la future lutte pour la présidence. Par exemple, J.B. Pritzker, le gouverneur de l'Illinois, un millionnaire démocrate, presque milliardaire, un gros bonhomme, mais qui a un discours qui parle de bien commun, complètement à l'opposé de celui de Donald Trump. Un millionnaire qui est pour le partage, qui est pour le bien commun. Et ça pourrait être une solution intéressante. Il y a aussi Kristen Whitmer, la gouverneure du Michigan, une femme très modérée, mais un peu de gauche, qui est vraiment pourrait faire peut-être, en tout cas, ajouter quelque chose de plus si on pense encore à mettre une femme comme contre Donald Trump. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça demeure à être discuté. Il y a évidemment Alexandra Ocasio-Cortez, tant qu'à parler de femmes. Bon, plus à gauche que le maire de New York, Mme Cortez? Dans la même comme mouvance. Bernie Sanders? Très habile, quand même. Oui. Très
très... Et en plus, cette fille-là, il faut le savoir, elle a gagné sa vie comme serveuse dans un restaurant avant d'être élue au Congrès démocrate. C'est quelqu'un qui est proche du peuple. Ben oui, bien sûr. Moi, je la suis sur les médias sociaux. Mais nous qui sommes peut-être plus progressistes, on peut dire que la moyenne des Américains, est-ce que ça passe en général? Ça demande... c'est une question qui reste à être débattue. Mais il y en a d'autres. Il y a un type du Texas qui s'appelle James Talarico, fils de pasteur chrétien, un jeune homme, mais très dégourdi. Il enflamme les foules démocrates au Texas. OK. Parce que le Texas, on dit toujours que c'est un État sur-républicain. C'est vrai à cause du fameux gerrymandering sur lequel on reviendrait, mais il y a 45% des gens qui ont voté pour Biden en 2020 au Texas. Au Texas, quand même. Et puis, il y a Ruben Gallego, un sénateur de l'Arizona, nouvellement élu au Sénat. Lui aussi, modéré, progressiste, qui a beaucoup de choses à dire, qui pourrait apporter des votes latinos. Et voilà, donc c'est à suivre. Mais c'est vrai que quand on regarde les sondages, la marque du Parti démocrate était quand même assez ternie. Il y a quelque chose à rebâtir. Mais on comprend quand même qu'à partir de ces élections, il y a des possibilités de faire quelque chose. Encore faut-il qu'il y ait des élections à mi-mandat, mais ça, on en reparlera. Oui, dans le prochain bloc. OK. Après la pause, on poursuit avec Michel Labrec ce tour d'horizon de la politique américaine. On est de retour à Franchement les tourneaux. Alors, Hélène Rive, qui est toujours avec nous en studio, qui nous a parlé du port de Contrecœur, de ce projet d'agrandissement du port de Montréal et de vigie citoyenne. Michel Labrec, qui nous a fait une partie de première chronique sur la politique américaine. Là, on va parler plus de Donald Trump. Vous n'êtes pas tanné? Non. C'est un sujet sans fond. Ouais, ben voilà, Donald Trump, il y a tellement de choses à dire, mais je voulais, parce que j'ai lu quelques trucs là-dessus récemment, vous allumer sur cet aspect de la corruption. Ah. Parce que Trump s'enrichit de façon quasi surréaliste, stratosphérique. Et sa famille. Qu'il est à la présidence, avec sa famille, ses enfants. On serait rendu, selon les calculs de plusieurs journalistes, bon, qui sont évidemment pas des journalistes de Fox News, on s'entendra, mais qui sont des journalistes un peu plus progressistes, on serait rendu en 2 mandats, en fait en 1 mandat et quart, là. Dans son premier mandat, c'était autour de 1 milliard. Là, on serait rendu à 3,4 milliards d'enrichissement. Fascinant, ça. Donc, 2,4 milliards en moins d'1 an. Là. Il est en poste depuis janvier. Hein? Et comment ça s'est passé, ça? En dérégulant le secteur de la crypto-monnaie, entre autres, il a créé sa propre société de crypto-monnaie et a fait en sorte que, pour l'instant, évidemment, on ne peut pas parier qu'il ne perdra pas un jour de l'argent, mais en ce moment, ça gagne beaucoup et ça va en partie à ses enfants, en partie à lui, parce que Trump, contrairement à ses prédécesseurs, ne sait pas... Il garde toujours le contrôle sur ses entreprises. Bon, officiellement, ce sont ses enfants qui dirigent, mais il n'est pas complètement dissocié de ses entreprises. Alors, à ça s'ajoutent toutes sortes de partenariats dans les Émirats arabes unis pour faire un tournoi de golf. Le fameux avion du Qatar, un beau cadeau du Qatar, un nouveau Air Force One, c'est cet avion gigantesque présidentiel. Il paraît qu'il y a plein d'autres dirigeants qui lui font des cadeaux très, très, très onéreux, mais on n'en parle jamais. C'est quelque chose de quand même... C'est fascinant. Fascinant. On va s'entendre sur une chose. Tous les présidents se sont quelque part enrichis suite à leur présidence. Mais avec la notoriété. Oui, mais j'insiste sur le mot « suite ». Oui. Par exemple, Bill et Hillary Clinton, après leur présidence, ont signé des contrats, chacun, je pense, de 10 millions pour écrire des livres. Ah ouais. Barack et Michelle Obama ont gagné plusieurs dizaines de millions pour des livres, pour des séries télévisées en collaboration avec Netflix. C'est sûr que ça fait partie des États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, là, essentiellement, Jacques, là, c'est l'argent.
tout ce qui compte. Ah, ben ça. La valeur primaire, la valeur finale, c'est l'argent. Mais j'ai une question. Pas d'argent, t'es rien. Mais j'ai une question pour toi. Si les journalistes du New York Times, du Washington Post et autres sont capables de faire cette démonstration-là de corruption, parce que c'est de ça qu'on parle, il doit y avoir des mécanismes, des recours. Les démocrates doivent déposer des plaintes. Il devrait se passer pour quelque le moment, chose. à ma connaissance, ça se passe pas. Mais bon, je suis pas... Ah bon, OK. Quand OK. même, je suis la politique américaine de chez nous à Montréal Oui. en lisant des médias. Mais en tout cas... c'est une corruption, mais je pense qu'une partie des Américains sont quand même d'accord avec ça, parce que justement, moi, je me suis fait tellement dire quand j'étais sur le terrain dans le sud des États-Unis, bien écoutez, s'il fait de l'argent, c'est son affaire. Par exemple, quand on y avait dévoilé qu'il payait pratiquement pas d'impôts dans son premier mandat, ben, les gens disent, ben, c'est les règlements. Si les règlements le permettent, s'il ne fait pas de fraude, ben, pourquoi pas? Alors, c'est toujours ça. Mais là, la nouvelle affaire, Jacques, c'est que Trump, je ne sais pas si tu as vu ça, mais ça reste flou, là, mais il prendrait l'argent issu des tarifs pour donner 2000 $ à chaque électeur américain. Ah bon? Est-ce que ça va être en baisse d'impôts? Est-ce que ça va être en chèque? Est-ce que ça va être... Est-ce que ce sera rien du tout à la fin? Pour compenser. Ouais, mais ça sent... Pour moi, ça sent l'achat d'élections. Oui, mais ça s'est fait au Canada, ça, aussi. Là, ouais. Au Québec, avec les petits chèques. La là. proportion était pas mal moindre. Oui, bien sûr, on est beaucoup plus petits. Ouais, parce que là, on réduit les impôts pour les multimillionnaires, puis là, on redonne 2000 $ aux gens. Ben, moi, j'y comprends rien. Il a fait la même chose en Argentine. Ah oui, ça. L'élection de Javier Milei, le mini-Trump, l'homme à la tronçonneuse, là, qui coupe partout. Fou furieux, lui. Ben, il allait mal dans les sondages, Javier Milei. J'espère bien. Là, Trump est intervenu en disant, ben moi, je vais te donner 40 milliards de dollars à l'Argentine pour acheter leur bœuf, pour faire des investissements et tout ça. Et ça, bon, est-ce que c'est est-ce que c'est une coïncidence ou mais en tout cas, c'est surtout en contradiction avec sa vision nationaliste économique américaine. Mais suite à ça, les sondages de Javier Milei se sont mis à augmenter. Et... Mais lui... Non, mais les cultivateurs aux États-Unis n'ont pas de bonne ça humeur. va se faire au détriment des cultivateurs. Les producteurs de bœuf aux États-Unis, ils sont en beau droit le vert. Il veut subventionner aussi les agriculteurs. Fait qu'il marche toujours comme ça. Il marche tarif, subvention, tarif, subvention, cadeau. Puis, ne parlons pas de ce qui se passe avec le Canada. Je lisais un sondage qui montre que c'est uniforme. C'est pas qu'au Québec, c'est partout au Canada. Tu voulais réagir, la haine envers Donald Trump et la méfiance envers les États-Unis, ça ne dérougit pas. Tu voulais réagir? En fait, c'est que Trump n'est pas toujours... est évidemment pas logique dans sa façon de poser ses actions. Puis ça a toujours été le cas. Quand il y a des amis à défendre, tout d'un coup, là, c'est plus logique. Puis on peut débloquer 40 milliards. Oui. Puis le pays d'à côté, le Brésil, à côté de l'Argentine, lui, il soumet à des tarifs de 50 % parce que le président de gauche du Brésil a fait... Ben, en fait, c'est la Cour suprême du Brésil qui a emprisonné l'autre ami de Trump, et les Américains payent leur café 2 fois plus cher, puis il va lui donner 2000 $, fait qu'il va peut-être régler le problème. Parle-moi donc du gerrymandering qui mine la démocratie. Ben oui, c'est parce que le gerrymandering, en fait, Jerry, c'est du nom de l'inventeur de cette théorie-là. Mandering, ça vient de salamander, salamandre. OK. Alors, les anglophones sont habiles avec les jeux de mots. Hein. Le gerrymandering, ça consiste à faire en sorte qu'on trafique les circonscriptions électorales pour favoriser un parti ou un autre. Puis l'idée de la salamandre, vous voyez, c'est une espèce de serpent. Tu sais, normalement, on peut penser qu'une circonscription électorale, c'est plus carré ou plus triangulaire. Mais là, une affaire en serpent, alors ça fait en sorte, par exemple, que dans les régions urbaines où il y a beaucoup de votes démocrates, on part la circonscription, la tête du serpent, c'est la ville démocrate, puis là, on allonge le serpent jusque loin dans les campagnes pour faire en sorte qu'il y ait plus de votes républicains. Alors, c'est ça l'idée du gerrymandering. C'est un redécoupage en fonction de tes intérêts électoraux. Oui. Ça existe depuis longtemps. C'est pas que les républicains qui le font. Les démocrates l'ont fait souvent, mais beaucoup moins souvent. Les statistiques le démontrent. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump, un président américain, a demandé au gouverneur du Texas
de trafiquer sa carte électorale pour lui donner 5 sièges de plus aux républicains, au moins 5. Et suite à ça, ben là, Gavin Newsom, le beau Brumel de 50 quelques années de Californie, gouverneur de... Il a dit m'a fait la même affaire. Parce qu'en Californie, c'est réglementé. C'est comme chez nous. Il y a une commission électorale. Il y a quelques États qui ont ça. Okay. Malheureusement, pas une majorité. Et alors, Gavin Newsom a tenu un référendum mardi dernier, de la mini-soirée électorale, pour demander à ses électeurs, ben là, est-ce que vous permettez qu'on abolisse temporairement la commission électorale indépendante pour contrer ce que les États comme le Texas, et il y en a d'autres qui suivent, le Missouri, le Tennessee. Alors, et les Californiens ont dit oui. Et il y a probablement peut-être d'autres États comme l'Illinois, New York qui vont faire la même chose. Mais au-delà de tout ça, Jacques, moi, je trouve ça très, très, très peineux, horrible pour la démocratie. Parce que quand ce gerrymandering-là fait en sorte que si, par exemple, tu es républicain dans une circonscription démocrate, ton vote compte pour rien. Exact. Et donc... Mais Trump n'a pas inventé ça, là. Non, ça, c'est pas du les tout. travers de la démocratie Pas américaine. du tout, mais c'est la première fois qu'on voit un président demander à un gouverneur d'un État qui est de son bord de y arranger ça. Et il nous reste du temps? Ben, c'est exactement là où je veux t'amener. Il nous reste à peu près 2 minutes. Tu voulais nous parler du Venezuela. Ouais. Puis tu voulais nous parler un peu aussi d'un état de guerre aux États-Unis. Oui, bien en fait, là, il y a beaucoup de bateaux qui ont été, soi-disant, des bateaux de narcotrafiquants qui ont été bombardés par l'armée américaine en provenance du Venezuela. Il n'y a pas un amiral qui a démissionné, là, ou qui a été tassé? Oui, possible, oui. On n'a même pas parlé du juge qui a démissionné Prochaine fois, pour le département de la justice. Reste sur le Venezuela. De plus en plus corrompu. Il y a tellement de choses à dire. Et, il y a des rumeurs d'invasion du Venezuela ou d'attaque contre le Venezuela. Venezuela, effectivement, qui est dirigé par un leader totalitaire, Nicolás Maduro. Qui a succédé à Hugo Chavez, qui était autoritaire, mais un autoritaire soft, Chavez. Je suis allé à plusieurs reprises au Venezuela sur Chavez. Moi aussi. C'était pas Jojo, mais bon. Mais voilà qu'il veut défendre... Et vous savez, la fille qui a obtenu le prix Nobel de la paix, c'est la chef de l'opposition au Venezuela qui se cache là, mais qui est une femme de droite, très profondément de droite, très amie de Trump. Alors, l'idée d'une invasion du Venezuela, moi, je doute que ça arrive, mais c'est un gouvernement, une administration qui se cherche un prétexte pour annuler les élections de mi-mandat ou retarder les élections de mi-mandat de novembre 2026. Oui, ça, c'est... bon prétexte, ce serait d'invoquer la loi des mesures de guerre. Comment on invoque ça? Bien, à défaut de le faire à l'intérieur, ce qui est une autre possibilité. Ça, c'est une invasion, on envahit un autre pays. C'est une invasion de l'intérieur. Mais je ne veux pas être trop pessimiste. Michel Labrec, c'est un scénario. Michel Labrec, merci infiniment. Hélène Rive, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous laisse en bonne compagnie avec notre ami Jean-Yves Lemay. FM 103.3